Sont vérifiés. Il semble que les forces armées congolaises doivent avoir fait leur entrée dans Rutshuru cet après-midi. Ce serait une excellente nouvelle. Ça montre que les faits d'armes dont a parlé le président de la République se vérifient et que les taux se resserrent autour du M23. Parce que vous savez, ce que voudrait Kigali, c'est que la proximité aidant, que les obus tirés contre le M23 tombent en territoire rwandais et que Kigali trouve là un prétexte pour franchir les frontières qui nous séparent. Mais je pense que les forces armées sont suffisamment bien outillées pour l'instant pour ne pas tomber dans le piège. Toujours est-il que il semble que nos forces armées sont en train de Rutshuru et à mon avis c'est une bonne nouvelle. Et ce qui fait que ici le militaire vient au secours aussi de la diplomatie. Et comme le président a dit que les trois options étaient sur la table, je crois que les trois options maintenant sont complémentaires. Il y a une véritable interaction, même si sur le plan politique avec le M23, ça ne marche pas, les négociations sont bloquées. Mais ça ne nous étonne pas. Je crois que le M23 était en train de livrer un combat d'arrière-garde. Et la seule voie qui reste, à mon avis, c'est la voie des armes. C'est clair, les armes doivent parler, à moins que le M23 se décide finalement d'être désarmé et de se rendre. Un point c'est tout. Oui, voilà. Mais déjà en 98, quand la guerre commençait, le président Laurent Désiré Kabila, à l'époque, disait très clairement que la guerre va rentrer d'où elle est venue. Quand vous dites que toutes les précautions peuvent être prises pour que les obus ne franchissent pas le territoire rwandais, ça voudrait bien dire, quand bien même que l'on dise le plus souvent que le M23 c'est le Rwanda, derrière le M23 c'est le Rwanda, la guerre ne va pas traverser de frontières, ça vous pouvez le dire. En tout cas, c'est notre souhait et nous espérons que, actuellement, comme je l'ai rappelé, les forces armées congolaises, appuyées d'ailleurs par la MONUSCO, qui est sur place avec la brigade d'intervention, je crois que l'équipement est tel que aujourd'hui tout peut être fait pour qu'on ne tombe pas dans le piège que nous tend Kigali aujourd'hui en instrumentalisant effectivement le M23. Donc nous espérons que nous défendrons simplement l'intégrité de notre territoire sans franchir la frontière. Oui, mais dites-moi aussi, par rapport au rapport des forces sur le terrain en ce moment aussi, avec vous, avec qui pensez-vous qu'il faudra parler? Puisque pour parler de Kampala battent de l'aile quelque part. Est-ce qu'il faut parler avec le Rwanda ou bien il faut rentrer à la table des discussions à Kampala? Je crois que le roi est nu aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'étais pas optimiste par rapport pour parler de Kampala. Je crois que j'ai souvent dit ici, notre interlocuteur par rapport à cette guerre, c'est bien le Rwanda. Et dans une certaine mesure, Kampala, c'est-à-dire le président Museveni. Et je crois que sur le terrain, nous sommes en train de nous rendre compte de cette évidence, non seulement parce que pour parler à Kampala achoppe, mais maintenant, je pense que Kigali ne peut plus non plus se comporter comme il faisait avant. Quand il n'y avait pas la brigade d'intervention et avec tous les dispositifs de surveillance qui est mis sur pied actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, je vois que Kigali ne peut plus se comporter comme avant. Est-ce que vous pensez que le seul fait de cette brigade internationale qui est dans la partie est du pays puisse être la seule raison qui obligerait Kigali à rester dans les limites de ses frontières? C'est-à-dire que avant, il y avait beaucoup d'astuces, beaucoup de subterfuges pour que Kigali intervienne chez nous, mais en faisant croire que c'est plutôt le M23 et qui est dans les opérations. Mais aujourd'hui, les mesures de surveillance sont telles que je crois que c'est terminé, d'où la difficulté dans laquelle se trouve Kigali. Et vous l'avez remarqué, je crois que Kigali est en train de tout faire pour que
un obus tombe sur le territoire rwandais. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, semble-t-il, ou même le représentant au Conseil de sécurité a déjà est intervenu déjà dans ce sens. On peut même donc dire qu'on est toujours dans une sorte de logique de guerre dans nos rapports avec c'est clair, le Rwanda. On est en guerre et il faut se préparer pour ça. Oui, mais quand vous faisiez remarquer que le roi est nu et que maintenant il apparaît un peu plus clairement qu'il faille parler, échanger, discuter, connaître les différents avis de Kampala, de Kigali et de Kinshasa, du haut de votre expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fonde à croire que cela est maintenant possible? Cela est maintenant possible parce que d'une part, il ne peut plus s'aventurer en territoire congolais comme il faisait avant, du moins des troupes régulières, même si à travers le M23, c'est aussi les troupes rwandaises qui sont chez nous. Mais en tout cas, sur le plan formel aujourd'hui, c'est le M23 qui est là. Mais il y a aussi le fait que la pression militaire de la République démocratique du Congo, la réorganisation de nos forces armées, tant en matière de ressources humaines, en matière de recrutement, que la qualité des équipements dont ils disposent, ajouter à cela les dispositifs de surveillance de la brigade d'intervention et de la MONUSCO font que c'est suffisamment dissuasif pour Kigali. Et je crois que le moment est venu pour que on arrive à des véritables pourparlers cette fois-ci, non pas avec le M23, mais plutôt avec Kigali. Je crois que c'est avec Kigali qu'il faut amorcer maintenant les grandes discussions pour mettre fin à cette guerre. Pour reparler de cette armée, de nos services de sécurité et des différentes réformes qui ont été envisagées et dont il a encore été question lors des dernières concertations nationales, en termes de faisabilité, il n'y a pas un peu quelque part, on n'est pas un peu en face d'une sorte d'utopie de combien de moyens faudrait-il, puisque d'après certains calculs, ça pourrait même avoisiner tout ce qui peut même emporter le budget de la République. Et effectivement, l'armée coûte cher. C'est pas des déclarations pour des déclarations. Non, pas du tout. On sait où trouver les moyens. Pas du tout. La preuve quand même, c'est les faits d'armes que l'on remarque actuellement à l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois que ce n'est plus un secret de polichinelle. Je crois actuellement. Il n'y a pas simplement une question de détermination d'un peuple humilié. Si les forces armées sont entrées dans Rutshuru aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a quand même un effort en matière de réorganisation qui est quand même évidente. Donc est-ce que vous pouvez dire pourquoi ça n'a pas été possible depuis plusieurs années, que maintenant ça soit un peu plus facile? Mais vous savez très bien qu'on l'a dit. C'est une question de moyens. Non seulement question de moyens, mais une question d'organisation. Et vous avez remarqué, je crois que on a éventré le bois, comme on dit dans le langage courant ici à RDC, en ce qui concerne nos forces armées. Vous savez très bien que ce système de brassage, ce système de mixage n'a pas été, en tout cas, une bonne affaire pour l'efficacité de nos forces armées. Alors, tout ça a été pris en considération, et si bien qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle effectivement la grande restructuration des forces armées qui donne aujourd'hui des résultats, accompagnés de l'efficacité sur le plan diplomatique. Je crois que tout ça montre que, même si sur le plan politique, les discussions avec le M23 ne donnent pas de résultats, mais finalement, la pression militaire et diplomatique vont être déterminants pour la résolution de la crise à l'Est de la République. Il y a lieu d'être confiant. Alors pour le reste, c'est vrai, l'armée coûte cher, mais il y a un effort et des sacrifices à faire dans d'autres domaines, parce qu'à partir du moment où on est menacé dans notre propre existence, tout passe au second plan. Il faut d'abord donner les moyens à nos forces armées pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, quel qu'en soit le prix. Et après, on verra. Et là, inévitablement, le président de la République l'a dit déjà lors de du discours sur l'état de la nation de l'année passée. Il l'a répété. Ce qu'on vient de faire maintenant dans les concertations nationales, on a encore une fois rappelé la nécessité pour le pays d'être doté d'une armée digne de ce nom. Alors c'est le moment effectivement d'en tirer les conséquences et de faire les sacrifices qu'il faut pour que le Congo soit doté d'une armée
capable de défendre ce qui lui est le plus cher, c'est-à-dire sa propre existence. De cette armée, mais par rapport à ce qui se fait à Kampala, par rapport à ces pourparlers, vous évoquiez déjà, vous releviez déjà ce problème de mixage, de brassage. Voilà. À Kampala, il a été dit clairement qu'il faudrait y aller au cas par cas. Et c'est ce qui aurait tout bloqué, d'après ce qu'on a appris. Vous en savez autre chose ou bien tout à c'est fait. Non, mais c'est que le M23 était en train d'émettre des exigences qui sont totalement inacceptables pour la République démocratique du Congo. Et cela, il y a le syndrome du passé. Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs et qui nous ont amenés dans la situation qui a fait que, le M23 a pu trouver les moyens d'occuper une grande partie du territoire avec la complicité du Rwanda. Cette fois-ci, c'est terminé. Donc, c'est pour ça qu'on n'acceptera plus l'inacceptable. Vous savez, moi, j'étais souvent réservé, je l'ai dit sans la moindre hésitation. Moi, personnellement, je n'aurais pas accepté que le siège de ces pourparlers ait lieu, soit à Kampala, ou que le Museveni, le ministre de la Défense, soit le médiateur de ces pourparlers, parce qu'effectivement, on ne peut pas être juge et parti. C'est tout à fait clair. Mais vous savez, des fois, en diplomatie, il faut savoir se faire violence. Et c'est là que moi j'apprécie effectivement la grande vue du président de la République, qui est capable effectivement de faire certaines concessions dès lors qu'on ne sort pas de l'objectif que nous poursuivons, c'est-à-dire celui de mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible, parce que comme je l'ai dit, c'est un véritable tonneau d'Anaïb. Vous ne savez pas combien de fonds sont actuellement dépensés pour défendre l'intégrité du territoire, alors qu'on aurait pu consacrer cette fortune pour la résolution des grands problèmes économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Mais, vous savez, menacé dans sa propre existence, je crois qu'il n'y a plus de prix, il faut faire tous les sacrifices nécessaires pour préserver la République démocratique du Congo. Donc, pour ça, effectivement, il y avait des concessions à faire, et des fois il faut faire de sa faiblesse sa force, et c'est le cas, et je tiens à saluer ses succès sur le plan diplomatique, mais en même temps sur le plan militaire aujourd'hui. La grande faiblesse, c'est la question politique, c'est-à-dire c'est pour parler avec le M23. Mais moi j'ai dit, quand j'ai dit le roi est nu, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas avec le M23 qu'il faut discuter, c'est avec Kigali et Kampala. Oui. Encore que pour discuter avec Kigali ou Kampala, vous pouvez être l'une des personnes les mieux placées pour savoir de quoi il devrait être question. Parce que si vous voudrez qu'on reprenne les choses de cette manière, parmi les révolutionnaires, comme on dit à l'époque, en 1996-97, avant la chute du président Mobutu, ces révolutionnaires qui viennent au pays, vous êtes parmi eux. Et vous êtes associé à presque tout ce qui se fait. Quelle est la revendication que Kampala, que Kigali ont à cette époque et qui demeure jusqu'aujourd'hui? C'est l'aspect sécuritaire. C'est justement cela le grand problème. C'est-à-dire que Kigali est tort, que Museveni est tort dans les revendications, il n'empêche que ce qui est perçu comme une vérité par rapport à la communauté internationale, à tous les observateurs, c'est que ces pays sont menacés depuis la République démocratique du Congo. C'est comme ça que c'est perçu. De quelle manière? Voilà. C'est-à-dire que les groupes armés opèrent dans cette région en toute impunité et mènent leurs actions contre l'Ouganda et en même temps contre Kigali. Mais ça ne veut pas dire que la fin du M23 signifie fin des activités des FDLR, par exemple. Tout à fait. C'est-à-dire que si notre objectif aujourd'hui, c'est de neutraliser tous les groupes armés, y compris le M23. Et comme je l'ai souvent rappelé, je crois que le M23 est le groupe le plus dangereux parce qu'il est aidé tout à fait directement par un gouvernement étranger, alors que les autres sont en train de se démener pour mener leurs opérations dans cette région-là. Alors, moi j'estime que les forces armées congolaises sont beaucoup plus à l'aise
de désarmer les groupes armés. La grande difficulté, c'était pour le M23. Mais maintenant, je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui a été fait à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan de la restructuration de nos forces armées font qu'aujourd'hui, nous sommes en train de éliminer le groupe armé le plus dangereux, c'est que nous facilite la tâche pour les autres groupes armés qui opèrent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, à mon avis, les choses vont dans le bon sens et toutes les options mises par le chef de l'État sur la table commencent à produire des effets. Le fait que les pourparlers des Kampala ne donnent pas des résultats ne doit pas nous décourager. Moi, j'estime qu'ici, l'aspect militaire et diplomatique prennent le pas sur le plan politique parce que nous heurtons à des exigences qui sont totalement inacceptables compte tenu de la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ouais, question de la sécurité à nos frontières avec le Rwanda. Vous avez eu à plus d'une occasion la possibilité d'en parler avec Rwandais, avec Ougandais, que cela a été en Afrique du Sud, que cela a été à Luanda, ou même dans les travaux de la tripartite, de la commission tripartite plus, que cela a été un peu partout, où des accords ont été signés avec ces différents pays. Alors, la grande question qui continue à demeurer, qu'est-ce qu'il y a que ceux qui sont derrière le M23 ne peuvent pas obtenir de nous et qui pensaient pouvoir obtenir par le M23, puisque d'aucuns estiment aussi que ce n'est pas seulement un problème de sécurité donc à leurs frontières, mais qu'il y a également un problème de ressources naturelles. C'est pas le cas. Vous mettez aussi cela dans le compte des discussions. Non, moi j'estime que le grand problème, c'est le prétexte sécuritaire. Dès que nous avons retiré à Kigali et à l'Ouganda le prétexte sécuritaire, moi je veux dire, c'est le meilleur moyen de mettre fin à l'exploitation, au pillage des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. Moi je pense que ce pillage s'opère pendant que le conflit perdure. Dès qu'on aura mis fin au conflit, je pense qu'en même temps, on va arrêter le pillage de ressources. Donc, si vous voulez, le pillage de ressources se fait sous l'empire du conflit qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, à la faveur des interventions du Rwanda et de l'Ouganda. Et c'est cela. Donc, l'affaire doit être d'abord examinée dans son aspect sécuritaire. Bien entendu, c'est comme je l'ai toujours dit, la cause première de la guerre, c'est justement sécuritaire. Si il y a pillage de ressources naturelles, c'est justement sous l'ombre de l'aspect sécuritaire. Une fois qu'on a résolu le problème sécuritaire, je crois qu'on va mettre fin à l'exploitation de ressources naturelles et même au pillage de nos richesses à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ici, il n'est pas question uniquement de dire qu'Kigali et le Rwanda ont tort. Non, parce que sur le plan de la communication, en tout cas à l'international, ces gens ont acquis une longueur d'avance sur la République démocratique du Congo. Le monde entier est convaincu que Kigali et Kampala sont menacés depuis le territoire de la République démocratique du Congo. Donc il faudra faire la démonstration contraire. Et la meilleure démonstration, c'est ce que nous faisons actuellement, c'est qu'on résolve cette question sécuritaire et par la force des choses, on va mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles. Voilà, ça a été l'une des questions qui ont fait l'objet de discussions et d'échanges entre les concertateurs au Palais du Peuple. Ça pourra également être l'une des questions qui seront reprises dans les médias pendant la semaine, et ça ne sera pas la seule. Parce que pour bien de gens, il faudrait également porter un regard sur le gouvernement qui doit être formé. Vous, qui avez quand même pris part à tous ces développements qui ont conduit jusqu'aux concertations et qui avez une certaine expérience en matière de négociation, d'échange et même de formation de gouvernement, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'avant la fin de la semaine qui commence, il va y avoir un gouvernement sur pied? Oui, je pense que moi, je suis convaincu que les choses vont aller très rapidement.
Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais écoutez, le chef de l'État lui-même, dans son discours, le président a dit que demain ne sera plus comme hier. Et c'est un nouveau départ qu'on prend. Et puis, au fait, nous sommes dans un contexte de rupture avec le passé, et avec certaines mentalités, certains comportements. Donc, les choses doivent aller très rapidement. Et là, justement, la formation du gouvernement va être effectivement un véritable test à ces propos. Et là, les choses doivent aller assez rapidement. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Après l'annonce du président de la République concernant la formation du gouvernement de cohésion nationale, qu'est-ce que nous constatons? L'actuel gouvernement est en train d'expédier les affaires courantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines histoires qu'ils ne peuvent plus faire. Ils ne peuvent plus engager des dépenses, ils ne peuvent plus faire des missions. Exactement. Oui. Alors, au fait, sur le plan technique, actuellement, oui, il y a la controverse actuelle. Est-ce que démission ou pas démission? Okay. Est-ce qu'ils sont réputés démissionnaires? Oui, effectivement. Je crois que poser la question, c'est y répondre. Actuellement, le gouvernement est démissionnaire. Ça veut dire que quelque part, vous aurez pu, par exemple, vous attendre à ce que le Premier ministre dise bon, je remets d'abord les clés au président de la République. Non, c'est pas moi attendre. Nous, on interprète, si vous voulez, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Puisqu'il n'y a pas de démission formelle, je crois que c'est à peu près dans le contexte belge. En Belgique, on appelle ça une démission officieuse. C'est le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, il y a une démission officieuse qui implique l'expédition des affaires courantes. Alors, les affaires courantes, que le Premier ministre lui-même a écrit à tous les ministres, il a pris certaines mesures conservatoires. Parce que dans le contexte des affaires courantes, il y a trois situations. La première, c'est que ce gouvernement ne peut plus que poser des actes qui permettent la gestion habituelle du pays. C'est-à-dire des actes qui doivent être posés pour la continuité du service public. Ça, c'est le premier contexte d'expédition des affaires courantes. Le second, c'est qu'il y a des affaires qui ont été entamées et qui doivent être continuées, ne peuvent pas être interrompues. C'est le cas de la guerre, par exemple, qui prévaut dans la partie est du pays. Bon, peut-être pas ça, mais au niveau de la gestion même. Mais sinon, il y aurait quand même une sorte de flottement. Il y a certaines affaires qu'on avait déjà commencé, qu'on ne peut pas interrompre, là encore une fois, parce que pour le bon fonctionnement du pays. Et puis, indépendamment de ça, même dans des situations où, en principe, il ne devrait pas intervenir à cause de ces mesures conservatoires, il y a des situations urgentes dont la situation ne peut pas attendre. Il faut trouver une solution aux problèmes urgents qui se posent, encore une fois, dans l'intérêt même du pays. Il ne faut pas exposer le pays à un certain danger. Là, inévitablement, il faut le prendre. Alors, pour tous les restes, le gouvernement doit s'abstenir. Alors, vous voyez, il y a des inconvénients par rapport aux mesures, à l'expédition des affaires courantes. Et donc là, il faut mettre fin à l'expédition des affaires courantes le plus rapidement possible, dans l'intérêt même du pays. Donc, il y a déjà donc un informateur qui a été nommé? Non, là, pas encore. Écoutez, toutes les cartes maintenant sont alors, par rapport à ça, ce n'est pas... plus rien ne sera comme avant. Oui, parce que bon, la nomination du gouvernement est de la compétence exclusive du président de la République. Donc, le chef de l'État a toutes les cartes en main. Et moi, je suis convaincu que quand on voit l'importance qu'il a attachée au discours sur l'état de la nation et le fait qu'il ait annoncé lui-même que bientôt il y aura un gouvernement de cohésion nationale, je crois qu'il a pris la mesure de la situation et que effectivement il va en tirer les conséquences le plus rapidement possible. Parce que regardez par exemple actuellement, nous sommes dans une session budgétaire au Parlement. C'est l'une des grosses questions qui se posent en ce moment. C'est comment c'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire le ministre du budget attend, il dit nous attendons, ou bien nous continuons ce que nous faisions par rapport à la préparation du budget. La session de septembre est essentiellement budgétaire. Alors, nous sommes maintenant à la mi-session et le projet de budget, la loi de finances, le projet de loi de finances n'est pas encore déposé devant les deux chambres. Si bien que, et puis le gouvernement actuel est disqualifié pour venir défendre ce projet de budget. Donc ce sera le nouveau gouvernement qui devra le faire. Mais il n'est pas exclu que le président dise, bon, on prend les mêmes, on recommence, mais nous élargissons un peu plus comme ça a été annoncé. Non, on prend le même et on recommence, non.
le président lui-même a annoncé qu'il y aura un gouvernement de cohésion nationale, et il a même été plus loin, qui sera composé non seulement des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Donc, mais qu'est-ce qu'il faille attendre de ce gouvernement que celui-ci n'a pas fait, par exemple? Mais écoutez... Mais quand vous entendez les gens parler dans la cité, ils disent, mais qu'est-ce qu'on veut finalement dans ce pays? Il y a eu des concertations nationales qui avaient pour objectif le renforcement, la consolidation de la cohésion nationale. Et dans ces débats, il y avait deux volets. Le premier, c'est justement la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Par rapport à ça, il y a un problème d'efficacité? Oui, écoutez, il y a eu la guerre à l'Est, il fallait trouver une solution à la guerre à l'Est parce qu'on a remarqué qu'il y avait des fissures, des lézardes dans ce qui aurait pu être la cohésion nationale, l'union sacrée, contre le péril venant de l'extérieur. Et il n'y a pas eu, parce qu'il y a même des Congolais qui ont été complices des envahisseurs. Alors, il fallait identifier ce malaise et y trouver des solutions. Et puis après, il y a la gouvernance même dans le pays. Mais ces complices, par exemple, ils ont déjà été trouvés. Il y a même des rapports des Nations Unies qui sont très explicites à ce propos. Mais les décisions n'ont jamais été prises. Voilà. Alors on s'installe dans l'impunité, comme ça. Non, mais pour l'instant, je pense qu'il faut revenir au fait que nous nous sommes réunis dans ces concertations nationales pour renforcer la cohésion nationale. Et on a passé au peigne fin toute la situation du pays. On est arrivé à certaines conclusions, les conclusions dont nous avons assorti des recommandations. Les recommandations concernent en tout cas toute la panoplie de la situation du pays. Alors, ces recommandations devaient être soumises au président de la République. C'est ce que nous avons fait. Alors, le président de la République tire les conséquences des recommandations que nous lui avons faites. Et c'est pour ça, justement, qu'il estime que la meilleure manière de renforcer la cohésion nationale dans ce pays, c'est aussi de doter le gouvernement d'un gouvernement qui reflète toutes les composantes du pays. Et ce gouvernement a une mission bien déterminée. La première, c'est de tout faire pour mettre fin à la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo et sur le plan interne, améliorer la gouvernance du pays, parce que l'amélioration de la gouvernance permet justement la création des conditions pour le vrai décollage économique et social. Ça aurait peut-être été un peu plus accepté si, par exemple, on aurait vu des gens envoyés en prison comme ça a été le cas dans le passé, parce que quand on disait que, par exemple, que là, on a remarqué qu'il y a eu corruption, là, il y a eu ceci, là, il n'y a pas eu cela, et que ça n'est pas suivi dans les faits. Ça peut aussi être le cas pour reparler de... Tout à fait, mais mieux vaut tard que jamais. Je crois que l'importance comprise, les concertations nationales, et la manière dont le président de la République s'est exprimé ce jour-là, je crois que beaucoup de gens disent que c'est un autre Kabila qu'on a vu ce jour-là. Oui, d'accord. Il y a aussi des gens qui disent que ce genre de discours, on a beaucoup entendu depuis des années. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Je crois que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. On prend les taureaux par les cornes. Je crois que cette fois-ci, des actes concrets sont posés pour qu'il y ait une preuve tangible de la véritable rupture par rapport aux habitudes du passé. Je crois que c'est un nouveau départ que nous devons prendre. Si on aime ce pays, si on veut vraiment penser à ces 70 millions qui ont les yeux rivés sur les dirigeants de la République aujourd'hui pour voir que leur permettre de sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent, je crois que... Oui, quand vous entendez par exemple Lisanga Bonganga qui dit nous allons prendre le gouvernement. Bon, pour certaines gens, ils disent mais ça c'est pour faire rire les vaches, ça. Bon, écoutez, ça c'est un peu de la plaisanterie, mais si on prend les choses le plus sérieusement possible, je crois qu'on ne peut pas avoir tenu ces assises, qui ont eu quand même une importance considérable. Il faut se partager les postes. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, ces genres de situations, il n'y a pas qu'en RDC que ça s'est posé. Ailleurs aussi. Mais dites-moi d'abord. Il y a eu des contextes importants qui ont nécessité qu'on format un gouvernement qui rassemble tout le monde pour affronter le péril extérieur et puis résoudre les grands problèmes économiques et sociaux auxquels toute la population congolaise est confrontée. Alors ça nécessite la contribution de tout le monde. Mais vous êtes d'accord avec moi ou avec bien de gens aussi qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement de cohabitation?
Non. Là, franchement... Loin de là, on est loin de ce conseil. Non, il faut bien comprendre. Oui. La cohabitation, d'où est venue la notion de cohabitation? C'est que vous avez deux majorités qui ne concordent pas. C'est tout à fait différent. Oui. Deux majorités qui ne concordent pas. Alors, vous avez la majorité présidentielle issue du suffrage universel, parce que le chef de l'État a été élu au suffrage universel, et puis vous avez une majorité parlementaire qui ne coïncide pas avec la majorité parlementaire. Oui. Alors, ils sont obligés de coopérer pour, effectivement, là encore une fois, il y a des sujets, des collaborations, et d'autres qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement. Mais dans la situation actuelle, c'est que nous voudrions, ce n'est pas qu'il y ait un gouvernement de cohabitation. Non. Non, loin de là. Il y a des sujets qui concernent tout le monde et qui transcendent les appartenances partisanes. Okay. Là, c'est la République démocratique du Congo. Oui. Et pour ça, il n'y a plus de majorité d'opposition. Il faut être unis comme un seul homme pour affronter ce problème. Voilà, comme disait quelqu'un sur ce plateau, et sur ce siège où vous vous trouvez, on va ainsi marcher sur la Constitution qui est très claire pour établir qu'il y ait un statut bien défini de l'opposition. Ici, on va tout mettre ensemble. C'est-à-dire un peu que la majorité présidentielle avale l'opposition. C'est un peu ça. Écoutez, ce qui arrive. L'opposition consent. Je ne prétends pas disposer de la science infuse, mais je pense que c'est une mauvaise interprétation de la Constitution. Qu'est dit la Constitution? Le chef de l'État nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. La majorité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement qui est là doit disposer de la confiance du Parlement. Dans la situation actuelle, le gouvernement devra nécessairement trouver la confiance du Parlement parce que justement, vous avez vu, même une partie de l'opposition a participé aux concertations nationales, encore que déjà la majorité est majoritaire, mais la majorité est maintenant renforcée par l'appui d'une grande partie de l'opposition, non pas qu'elle s'est rallie à l'opposition, non, c'est que pour des problèmes qui, effectivement, échappent aux appartenances partisanes, qui concernent essentiellement la République démocratique du Congo, là, il n'y a plus de majorité et d'opposition, nous devons être ensemble pour affronter ces problèmes-là. Alors, ce n'est pas un gouvernement de cohabitation, c'est uniquement, comme le chef de l'État l'a dit, un véritable gouvernement de cohésion nationale pour affronter les périls qui, effectivement, menacent l'existence de la nation. Très bien. Ça voudrait dire, quelque part, que par rapport aux prochaines, ou avant les prochaines échéances électorales, vous aurez un bilan commun. Opposition, majorité, vous avez un bilan commun. Non. Est-ce que ça devient un peu, comme disent certains gens, que l'opposition entre et se fait avaler, et vous devenez tous des sortes de forces politiques nouvelles? Ici, nous ne sommes pas devant un contrat de législature. C'est autre chose. De quoi est-il question? Oui, ce n'est pas un contrat. Non, mais c'est des problèmes spécifiques qui se posent dans le pays. Si nous étions en situation normale, les choses allaient se passer normalement, c'est-à-dire qu'il y aurait une majorité, une opposition. Mais ici, on a eu les concertations nationales, c'est pourquoi? C'est pour renforcer la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale transcende les appartenances partisanes. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, pour ça, il n'y a plus de majorité d'opposition. Alors, si les missions qui sont confiées au gouvernement sont réalisées, mais écoutez, ce contrat s'arrête et on revient au jeu démocratique normal, majorité et opposition. Ici, on n'a pas demandé aux opposants de se régner, non. Les opposants gardent leurs convictions, leur manière de voir les choses, leur vision pour la résolution des problèmes qui sévissent en République démocratique du Congo, mais pour des problèmes qui ne nécessitent pas de divergence, qui au contraire rassemblent tout le monde, inévitablement nous devons être ensemble. Mais lorsque ces problèmes sont résolus, mais chacun reprend sa place. C'est tout simplement ça. Ça, ce n'est pas vu de manière un peu angélique et même idéaliste. Mais je vous rappelle que De Gaulle a associé les communistes au gouvernement, en arrière, pour lutter contre les nazis. Il ne faut pas oublier ça. Il y a eu des gouvernements comme ça, même actuellement. Oui, mais pendant la guerre, à l'époque, De Gaulle vient... Oui, mais d'accord. Actuellement, moi je l'ai rappelé souvent dans beaucoup d'interventions. En Allemagne aujourd'hui, mais Angela Merkel est dans l'incapacité de former à elle seule le gouvernement en Allemagne fédérale. Elle est obligée aussi de composer avec le principal parti de l'opposition. Alors, dites alors que nous, comment on appelle encore, AMP, Alliance pour la majorité présidentielle, nous avons admis avoir été dans l'incapacité de terminer la guerre par nous-mêmes et qu'il fallait consommer tous ensemble et on est d'accord pour ça. Non, parce que
dès lors que, vous savez, si c'était un conflit interne, le problème ne se poserait pas. On ne serait pas tenté par ces solutions auxquelles nous sommes en train de nous livrer aujourd'hui. S'il y a cette nécessité d'union sacrée contre le péril extérieur, c'est justement parce que c'est la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est menacée. C'est uniquement pour ça. Mais sûrement, en temps normal, il n'y aura pas eu de problème. C'est ce que j'essaie vraiment de vous expliquer sur ce plan. Ici, nous ne nous réunions pas. Et si on cherche l'appui de tout le monde, c'est justement pour rappeler à tout le monde que lorsque la République démocratique du Congo est dans son essence menacée, il faut taire les divergences partisanes. Là, il faut voir le Congo d'abord. Et lorsqu'on aura écarté les dangers qui menacent notre propre existence, nous allons revenir au jeu démocratique normal, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de majorité-opposition. Très bien. Ouais. Le Congo d'abord, comme vous dites, comme d'autres disaient, le peuple d'abord. Et le général de Gaulle, que vous venez de citer, lui aussi, à son époque, il disait « plus rien ne sera comme avant ». Mobutu Sese Seko aussi l'a dit. Mais quand les gens essayent de voir comment se font maintenant déjà les choses par rapport à l'amnistie, il semblerait que ce n'est pas plus rien n'est comme avant. C'est du cas par cas. On dit, bon, celui-là, oui, cet autre-là, il peut encore rester. Les prisonniers d'opinion, ils peuvent encore rester. Oui, alors, ça me rappelle un peu... Là, comparaison n'est pas raison. Je crois que entre général de Gaulle et Mobutu, quand même, il y a une marge. Oui, et puis, rien que mais les déclarations de de Gaulle n'étaient pas de déclarations en l'air, parce que ça s'est vérifié. Oui, mais par rapport à la question de l'amnistie, par exemple. La France est devenue aujourd'hui une grande puissance. Aujourd'hui, je crois qu'attaquer la France, comme l'Allemagne l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut réfléchir à deux fois. Donc, la France n'est plus ce qu'elle était avant. C'est tout à fait autre chose. C'est ce qu'a voulu, effectivement, dire le président de la République. Et là, encore une fois, comparaison n'est pas raison. Et ce qu'a dit Mobutu, qui n'a pas été fait, je crois que Kabila n'est pas Mobutu non plus. Ok, d'accord. Tout ça, c'est une parenthèse. Je repose ma question autrement. Voilà. Alors, pourquoi, par exemple, par rapport à l'amnistie, on dit, bon, pour quelqu'un comme Chaloupa, ça peut être bien, pour quelqu'un comme Coutinho, ça peut aussi être bien, et pas pour un Idi Capin d'un Coutinho et pour un autre, par exemple. Alors, vous savez, il y a toute une grande confusion dans cette affaire. Le chef de l'État a voulu accorder certaines mesures de faveur à l'égard de ceux qui sont actuellement en prison. Alors, quel est le sens de l'amnistie par rapport à ces mesures de faveur? Il faut bien comprendre. Il y a d'abord trois institutions. La première, c'est la libération conditionnelle. Il y a des gens qui ont été condamnés et qui ont fait preuve de bonne conduite en prison. Normalement, avant, mais là, il n'y a même pas nécessairement besoin que le chef de l'État intervienne parce que l'institution de la libération conditionnelle est dans l'arsenal juridique de notre pays. Donc là, les autorités concernées peuvent prendre ces mesures de libération conditionnelle lorsque certaines personnes ont fait preuve de bonne conduite en prison et qu'on peut supposer qu'une fois sortis des prisons, ils vont se comporter normalement et qu'ils ne vont pas récidiver. Bon, ça c'est la première chose. Mais là, les circonstances particulières dans lesquelles nous nous trouvons a demandé que l'initiative vienne du chef de l'État. C'est ce qui a été fait et déjà, il y a des gens qui sont libérés conditionnellement. La seconde institution, c'est la grâce présidentielle. Et ici, il faut que les gens comprennent très bien. Donc ils sont un peu trop pressés, on peut dire. Oui, non, la grâce présidentielle. Moi, j'ai vu, il y a certaines personnes, par exemple, qui sont actuellement en prison, peut-être en détention préventive, et ils n'ont même pas encore été condamnés, et on voudrait que les chefs de l'État les gracient. Non, pour gracier quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait une condamnation, et que cette condamnation soit définitive. Donc les conditions ne sont pas remplies. Donc il y a même sur le plan technique, les gens ne comprennent pas les mesures qui sont prises. Alors il y a des interprétations en tout genre. Donc il faut bien qu'on comprenne cela. Donc, et puis l'amnistie, effectivement, le chef de l'État l'a initiée, mais je vous rappelle que constitutionnellement, l'amnistie est de la compétence législative. Et donc il doit, pour qu'on amnistie les gens, il faut qu'il y ait une loi portant amnistie. Effectivement, le projet de loi va provenir du gouvernement, c'est ce qu'a dit le chef de l'État lors de son discours, et ce projet de loi va être déposé le plus rapidement possible devant les deux chambres, qui vont examiner ce projet de loi selon la procédure d'urgence. Et c'est ce qu'on attend.
Donc, le chef de l'État ne peut pas amnistier les gens. Il faut que les gens comprennent. Une usurpation. Mais non, mais mais écoutez, vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Nous suivons la Constitution. Et même le chef de l'État, sur d'autres choses, a dit qu'il respecterait scrupuleusement la lettre et l'esprit de la Constitution. Et l'amnistie n'est pas de la compétence présidentielle. L'amnistie est de la compétence législative. Si je me rappelle bien, c'est l'article 122, et même le point 9 de cette disposition-là. Alors, qu'il se calme alors, ce monsieur Iwanda, ou bien ils doivent attendre. C'est une question. Commence à friser de la provocation. C'est simplement une question de semaines. Et nous allons débattre la loi d'amnistie, ce sera public, il y aura des interventions. L'opposition d'ailleurs va intervenir là-dessus pour étoffer cette loi d'amnistie, pour faire en sorte que les conditions qui sont fixées pour bénéficier de cette amnistie, que ceux pour lesquels ils se battent puissent les remplir et qu'ils soient finalement amnistiés. C'est tout simplement ce qu'on attend. C'est une simple question de jour. Okay. On est dans un état de droit, il faut respecter le droit, on ne va pas prendre des mesures arbitraires. Très bien. Voilà. Quand vous dites l'opposition également va s'y mettre, ce qu'il faudrait dire, c'est celle qui fut l'opposition. C'est ça. Non, mais je vous ai dit, pour tout ce qui concerne l'essence même de la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'opposition et de majorité. Donc il n'y a pas... Toutes les autres questions, non. Chacun garde ses opinions, garde ses convictions. Là, donc ils ne viennent pas marcher sur vos plates-bandes en estimant que vous êtes maintenant des forces politiques nouvelles et tous ensemble vous faites les choses. Écoutez, ce qu'on dit sur la question de l'amnistie, non, c'est la Constitution, ce n'est pas une affaire de la majorité. L'opposition aurait été au pouvoir et elle aurait été confrontée au même problème que nous. Ok, mais dites-moi à présent, M. Okitundu, quand le président de la République dit il va d'abord y avoir les locales, et puis les sénatoriales, les provinciales, les locales, les municipales, les provinciales, et puis les sénatoriales, et ainsi de suite, mais que quelque part, on fait remarquer que il faudra d'abord ces opérations d'identification, ces opérations de recensement. Mais les démographes qui paraissent assez sérieux, quand ils se prononcent sur la question, ils disent, pour arriver à un recensement ou bien à ces identifications, il faut au moins 3 années. Ça veut dire qu'on est parti pour la gloire. Il faudra aller au-delà de 2016, on est en 2018. On attendra que l'on arrive au terme de toute cette démarche, par exemple. Mais qu'est-ce que l'on veut dans ce pays? Est-ce qu'on veut organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, oui ou non? Oui, mais est-ce que soyons sérieux. Au-delà de 2016? J'entends beaucoup de gens s'exprimer à tort et à travers dans ce sens. Je pense que si aujourd'hui on parle de ce malaise qui sévit en République démocratique du Congo, il y a d'abord la guerre à l'Est. C'est aussi dû à tout ce qu'on a remarqué comme problème lors de l'organisation des élections en 2011. Et on veut éviter qu'il y ait des problèmes en matière d'organisation des élections. Et tout le monde sait qu'il y a des préalables pour organiser des élections. Si ces préalables ne sont pas réunis, nous ne pouvons pas prendre le risque d'organiser des élections qui vont être contestées au lendemain, même si ce n'est pas le jour même. Alors cette fois-ci, le président de l'État a dit, c'est un nouveau départ que l'on prend. Si le prix à payer, c'est d'organiser le recensement avant les élections, ce prix, il faut le payer. C'est tout à fait clair. C'est vraiment la responsabilité que nous prenons, non seulement devant la nation, mais aussi devant la communauté internationale. C'est tout à fait clair. Si pour qu'il y ait des élections incontestables, il faut le recensement, alors il faut faire le recensement, quel qu'en soit le prix. Chez Okitundu, à vous, je dis merci beaucoup. 45 minutes d'échange avec vous, échange de points de vue, c'est ce que nous avons fait avec vous, mais on peut encore pour terminer, vraiment épuiser ces 45 minutes, vous redonner la parole pour que vous nous permettiez de chuter, de fermer les guillemets, pour ce dimanche. Non, mais pour l'instant, ce qu'attend la nation, c'est que le pays soit doté d'un gouvernement à même de résoudre les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, mettre fin à la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo et procéder à des réformes radicales pour que notre pays soit attractif aux investissements extérieurs que nous attendons pour résoudre d'autres problèmes auxquels nous faisons front actuellement, c'est-à-dire le problème économique et sociaux, et là encore une fois, surtout en matière de création de l'emploi. Moi j'insiste et je reviens toujours là-dessus, pour créer des emplois, pour rendre le Congolais autonome, résoudre la question sociale, il faut attirer des investisseurs qui peuvent aujourd'hui
investir dans le pays, créer du travail pour rendre le Congolais autonome. C'est la meilleure façon et c'est ce qu'attend, et le chef de l'État l'a dit dans son discours, comment améliorer le quotidien, le vécu quotidien de la population congolaise. C'est le défi que nous devons relever si nous voulons effectivement préserver la confiance que le peuple congolais a placée en nous. Très bien. Ce que vous avez dit est entendu et j'espère qu'il est également compris. Pour nous, c'est juste le moment de fermer les guillemets après ces 45 minutes qui nous ont été imparties. Messieurs, mesdames, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et d'avoir suivi ce programme de B1 Télévision. À dimanche prochain, bonsoir.